commencer ce rendez-vous par justement vous présenter un peu les chiffres marquants de la restauration collective en 2025 et finalement ce qui fait aussi l'actualité de cette restauration collective. Je vous laisse la main, Virginie, puis on en discute ensuite ensemble. Oui, merci. Alors, bien sûr, cette période est très riche en transformation. On se parle des restaurations collectives dans toute leur diversité. On a finalement une variation au niveau de l'ensemble de l'écosystème de la restauration qui est de plus en plus important, avec des fluctuations qui aujourd'hui ont des impacts très directs sur la restauration. On se parlait du mois de mai, 2 jours ouvrés en moins, une météo un petit peu capricieuse, et ben ça a directement des impacts sur la fréquentation des restaurants. Globalement, l'année 2025, si on reprend cette photographie chiffrée, on est sur une restauration qui a augmenté 2% en 2025 en termes de valorisation de chiffre d'affaires. Et la restauration collective, les restaurations collectives occupent une place importante avec des enjeux économiques importants. On est sur 17% du marché aujourd'hui. 17% du marché qui a connu une croissance plus modérée, 1,6%, et on se parle bien là de valorisation du marché sur l'année. Une croissance modérée, mais qui a été continue. Continue, puisqu'on est sur un marché qui aujourd'hui représente 20,2 milliards d'euros, près de 75 000 sites de restauration, et ce ne sont pas moins que 3,6 milliards de repas qui sont servis chaque année dans vos restaurants. Donc cette croissance continue du marché, elle montre bien à la fois la résilience de la consommation en restauration collective, et puis surtout, c'est un marché qui connaît de profondes transformations. Alors on a voulu pointer 2 informations clés, 2 moments clés aujourd'hui. Le premier, c'est vraiment celui de ce rôle social des restaurations collectives qui est de plus en plus réaffirmé. Alors, dans ce rôle des restaurations collectives, si on prend l'exemple de la restauration scolaire, on a vraiment aujourd'hui une restauration scolaire qui répond à la vocation et au rôle de la restauration collective, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut rendre accessible au plus grand nombre une alimentation de qualité. Alors, dans ce rôle d'accessibilité, on a bien entendu le repas du Crous à 1 €. On va avoir également d'autres éléments plus sur d'accessibilité avec des tarifs solidaires. Je crois que si on prend l'exemple de Marseille, c'est le cas. Et puis, on va même jusqu'au repas gratuit. Ça a été le cas dans la commune de Saint-Denis et aujourd'hui étendu à une certaine population à Paris. Donc ce rôle aujourd'hui social, il est clairement réaffirmé. Le deuxième point, alors c'était pas cette slide-là, c'est vraiment celui de la souveraineté alimentaire qui a vraiment été au cœur des débats, mais aussi au cœur de la transformation des modèles. Alors cette transformation, elle est à la fois, j'ai envie de dire, d'une stratégie nationale. On l'a clairement vu dans le cadre de la stratégie nationale d'alimentation, nutrition et climat. Elle est bien entendu relayée dans les territoires et il y a de plus en plus d'initiatives au niveau des territoires pour la mettre en avant. Alors on peut prendre l'exemple de AgriParisSen qui vraiment cherche à mailler l'ensemble de la chaîne. Et puis cet engagement, il va se voir sur des opérations très précises d'acteurs et de filières. Donc là, on va vraiment se parler de filières. Alors, si on prend l'exemple du bœuf, on va avoir ces exemples de bœuf à l'équilibre. Comment est-ce qu'on peut optimiser l'ensemble de la filière au niveau de l'utilisation du bœuf. Donc on a des exemples, Oxytalim par exemple, qui se positionne sur cette démarche. Et puis aussi, ça va être d'autres types de certifications et de labels. On va chercher de la souveraineté, par exemple avec un label comme Agriéthique, vraiment pour mettre en avant des produits français. Donc on voit ces transformations profondes qui touchent l'ensemble des segments des collectivités.
Merci Virginie. Il nous semblait intéressant d'ouvrir en tout cas ce rendez-vous par ces chiffres clés, ces faits marquants. Ça plante en quelque sens un petit peu le décor. Vous l'avez dit Virginie, la souveraineté alimentaire, un enjeu de stratégie nationale, c'est rappelé régulièrement. Et justement, Christiane Lambert, donc en décembre 2025, Annie Genevard, donc la ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire, a lancé donc ces conférences de la souveraineté alimentaire. Quels sont finalement les enjeux et les objectifs de ces conférences? Merci beaucoup. Alors, ces conférences souveraineté lancées le 8 décembre, intitulées Le Grand Réveil alimentaire, visent à répondre à une situation de dégradation de la production agricole et alimentaire en France et donc de l'augmentation des importations pour nourrir les Français. L'électrochoc a été probablement la balance commerciale négative, ou qui tend vers être négative, alors que nous étions un grand pays agricole. Mais d'autres pays foncent plus vite que nous, donc on a perdu en compétitivité, on produit moins en France, alors que la consommation augmente en raison d'une part de la consommation des Français et aussi de l'augmentation de la population. À l'origine, c'est la loi LOSARGA, donc loi d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations agricoles, parce qu'on a aussi un enjeu de renouvellement avec 40% des agriculteurs qui ont plus de 55 ans. Loi promulguée en mars 2025 qui écrivait un engagement à tenir des débats nationaux et régionaux sur la souveraineté alimentaire. Donc sous 6 mois, et donc c'est parti. Au niveau national, il y a eu 6 groupes thématiques pour voir, secteur par secteur, quel était l'état des lieux. Est-ce qu'on était en croissance, en diminution, sur quels produits, et comment il fallait relancer à la fois la production, la transformation et la consommation en France, la distribution aussi, puisque c'était production, transformation, distribution, consommation. Et il y avait autour de la table 29 professionnels dans chacun des 6 groupes de travail, un groupe sur les viandes blanches, celui que j'ai présidé, un groupe sur les ruminants, pour bovins, ovins, caprins, chevaux, veaux, un groupe sur les grandes cultures, ça parle tout seul, un groupe pour les fruits et légumes et un groupe pour les productions végétales spécialisées, le houblon, le lin, le chanvre, etc. Et un groupe sur les produits de la mer et l'aquaculture. Donc nous avons travaillé au niveau national et nous avons fixé des objectifs chiffrés pour voir quel était le besoin. Chacun est marqué par les pénuries d'œufs en rayon à 18 heures. Le chiffre de 54% de poulet importé alors que la consommation de poulet augmente de 5% sur les 3 dernières années et la production n'arrive pas à suffire. Mais c'est toujours aussi difficile de construire un poulailler à la campagne parce que beaucoup de gens s'y opposent. Tout le monde veut le saucisson d'à côté, mais personne ne veut la porcherie d'à côté. Donc c'est un vrai dilemme, construire des bâtiments et des usines en France. Et l'objectif, c'est vraiment une reconquête, donc une approche offensive. Il faut pour cela simplifier. Le président de la République a parlé devant un parterre de chefs d'entreprise récemment de la méthode Notre-Dame pour réinvestir en France. Nous souhaitons, et nous l'avons dit, cette méthode Notre-Dame de simplification, d'accélération des procédures. Aujourd'hui, quand on veut construire un bâtiment d'élevage, il faut 5-6 ans de procédure avant que ça sorte de terre. Et parfois plus. Idem pour certaines usines. Donc le travail a été fait au niveau national avec les réunions dans les 6 groupes. On a rendu des objectifs au Salon de l'Agriculture. Par exemple, dans le domaine des viandes blanches, il faut construire 220 poulaillers par an pendant 10 ans pour arriver à regagner 3% d'autonomie d'approvisionnement. C'est dire que il y a beaucoup à faire. Il faut maintenir sans porcherie, il faut créer 55 ou maintenir 55 bâtiments de palmipèdes gras, etc., etc. Et 70 bâtiments poulaillers. Et d'ailleurs, demain, je vais avec la ministre dans la Vienne, une zone intermédiaire avec une faible potentiel de sol, un jeune agriculteur qui, pour équilibrer les comptes de son exploitation céréalière, a construit un poulailler de 40 000 poules, qui a un contrat sur 10 ans avec des prix garantis, parce qu'aujourd'hui, on veut produire des œufs en France. Donc, bien sûr, ça va jusqu'au bout de la chaîne. Restauco était présent dans mon groupe de travail, puisqu'il faut aussi avoir le lien avec la restauration collective. 17% de part de marché, c'est pas rien. Augmentation de l'origine France, c'est écrit aussi dans la loi d'une part et aussi dans le projet de loi d'urgence que nous travaillons en ce moment. Bref, il y a un vrai travail de reconquête. Alors, j'entends souvent des gens pessimistes, fatalistes. Ouais, mais ça fait 10 ans qu'on en parle, ça sert à rien. Moi, je crois au rebond. C'est-à-dire que la pénurie d'œufs, ça parle aux gens. L'œuf, c'est la protéine la plus accessible, la moins chère, diététique, etc., qui est plébiscitée par les Français. Mais quand il n'y a plus d'œufs et qu'on fait venir des œufs polonais ou des œufs ukrainiens, ça interpelle. L'empreinte carbone, elle n'est pas terrible. Et donc, je pense qu'à partir de cet exemple-là, il y a une volonté de rebond. Et donc, pour cela, il faut que toutes les forces en présence se mobilisent. C'est aussi pour ça qu'aujourd'hui, un travail est conduit en région.
pour décliner ce travail national en région. Et par exemple, en Pays de la Loire, combien de poulaillers on est capable de construire, combien de porcheries on est capable de maintenir, de céréales, de vaches laitières, etc., etc. Et des coopératives, des industriels aujourd'hui se regroupent pour être plus forts face à des pays qui ont pris de l'avance en matière de compétitivité. Et on ne veut pas rester à la traîne, on veut nous aussi avoir un meilleur positionnement dans la Coupe du monde alimentaire. Le petit clin d'œil à l'actu du moment, Christiane Lambert. Conclusion nationale de ces conférences de la souveraineté alimentaire fin 2026. Oui, le travail régional sera synthétisé début juillet. Les préfets, les conseils régionaux et les chambres régionales d'agriculture font ce travail de remontée. Et nous aurons en septembre à nouveau une réunion de calage pour voir qu'est-ce qui remonte. Et il remonte beaucoup de choses des régions, c'est aussi ça qui est positif. Les projets, ils se feront en territoire. Au niveau national, on lance des grandes lignes d'orientation, mais c'est dans chaque région, dans chaque département. Les conseils régionaux accompagnent aussi, y compris financièrement. L'État n'a pas beaucoup d'argent ou n'en a pas beaucoup à y consacrer. Par contre, les outils économiques aujourd'hui accompagnent les jeunes. Prêts de trésorerie, contrats sur 10 ans, à prix garanti. C'est des choses qui n'existaient pas auparavant. Donc il y a vraiment un sursaut pour dire attention, là on a touché le fond de la piscine, il faut rebondir. Et toutes les forces vives sont appelées à le faire. Et en octobre, il y aura la conférence de restitution définitive. Alors, vous l'avez dit, des objectifs ambitieux, notamment sur la viande blanche, avec la construction ou la reprise de 500 bâtiments élevage en viande blanche sur 10 ans. Christiane Lambert, puisqu'on est ici sur le salon Restauco, le salon de la restauration collective autogérée, qu'est-ce que ça va changer concrètement pour la restauration collective ? Alors, déjà, depuis longtemps, dans pas mal de restaurations collectives, il y avait la volonté de s'approvisionner en local. Les lois alimentation l'ont renforcé, avec un approvisionnement de 50% de produits bio, psycho, locaux, territoires, approche environnementale. Et ça, c'était positif. Il y a des objectifs moyennement atteints selon les régions, mais tel que je le vois aussi derrière, il y a beaucoup d'initiatives régionales qui sont des leviers d'accélération importants. On le voit dans la loi urgence agricole en ce moment, il y a une volonté réaffirmée de plus de produits d'origine France. Le soutien à l'agriculture, c'est aussi quelque chose de capital. Vous savez, quand une école ferme, elle ouvre rarement. Quand une ferme arrête son activité, elle ne réouvre pas. Donc il y a aujourd'hui la compréhension que s'approvisionner en local, ça a de la valeur, d'autant qu'on a la chance d'avoir un territoire très diversifié et donc des produits, des recettes typiques de chaque région. Le cassoulet, ça vous parle, la choucroute, ça vous parle, les rillettes, ça vous parle. Et donc dans chaque région, il y aura forcément des initiatives différentes, y compris d'ailleurs en fruits et légumes. Et il y a un rôle très important pour cet approvisionnement. Donc l'affichage de l'origine, l'affichage aussi pour les produits transformés, qui est un sujet pour lequel on se bat. Alors j'étais au téléphone avec les foie gras sont aussi présents dans la Restauco. Ce n'est pas le produit essentiel, mais c'est important quand même et c'est une culture. Pouvoir afficher l'origine des produits, même sur les produits transformés, c'est quelque chose d'extrêmement important. On a aussi affirmé que ça ne pouvait pas se faire sans un budget, parce que la difficulté, c'est toujours l'équation économique aussi. Quand on a préparé, vous m'avez dit qu'à budget contraint, il y a certains produits qu'on ne peut plus servir dans les cantines, ou alors il faut réduire les portions. Tout se tient, c'est-à-dire que bien sûr, c'est très important de favoriser l'approvisionnement local, mais la viande locale, elle est plus chère que la viande brésilienne ou ukrainienne. On le sait tous. Donc on ne peut pas être citoyen de bon matin puis consommateur dans le quart d'heure en se disant maintenant je n'ai pas envie de payer. Et ces sujets-là, ils sont très liés les uns aux autres. Et puis il y a eu aussi du travail, des choses énoncées par rapport à l'éducation à l'alimentation. Vous avez parlé du rôle social, c'est quelque chose de capital. On a tous des souvenirs de cantine. Les hommes avant parlaient du service militaire où ils mangeaient mal. À la cantine, il y a des approches différentes, mais il y a quand même énormément d'améliorations et d'initiatives. La lutte contre le gaspillage alimentaire, qui est encore quelque chose qui est assez invraisemblable quand on sait la valeur de la production agricole, de la transformation, la valeur de l'alimentation également. Et du travail des cantiniers, des cantinières, des cuisiniers pour le préparer et voir que ça reste sur le coin du plateau ou que c'est jeté. Je pense que c'est collectivement cette remise un peu en selle de sujets qui paraissent évidents mais qui de temps en temps méritent d'être à nouveau sous les projecteurs. Christophe Marie, une réaction et peut-être finalement aussi un rappel du rôle et des besoins de la restauration collective sur ces enjeux de souveraineté alimentaire. Comme ça a été dit par Virginie, effectivement, la restauration collective en France, c'est un peu plus de 3 milliards de repas par an, d'accord ? C'est 10 millions de repas servis par jour et
c'est 50% de ces repas qui sont servis en santé médico-sociale. D'accord ? Donc la restauration collective, ça va de 3 repas par semaine, quand vous êtes au scolaire, en crèche, à 14 repas par semaine, quand vous êtes hospitalisé ou vous êtes en EHPAD. Donc la restauration collective, dans le cadre de la souveraineté alimentaire, c'est un vrai levier, elle a un rôle à jouer. Elle peut pas Par contre, elle ne peut pas le réaliser tout seul. Elle ne peut pas être levier seul. Et elle... Pardon. Et pour ça, elle doit s'appuyer sur un ensemble de partenaires, d'accord ? Elle doit avoir des garanties, parce que face à elle, elle a des hommes et des femmes qui sont des consommateurs, qui sont des clients, qui vont de 7 à 77 ans. Et elle a besoin d'être rassurée sur l'accessibilité à ces produits de qualité, ces produits locaux, etc. Elle a besoin d'être rassurée à la fois d'un point de vue sanitaire versus hygiène, mais sur le côté sanitaire aussi, alimentation équilibrée. Et c'est vrai que ces 20-30 dernières années, la restauration collective s'est un peu perdue parfois en faisant appel à des produits qui n'étaient pas forcément des produits toujours de bonne qualité, mais malheureusement c'était aussi lié, et ça l'est un peu toujours, au coût attribué à l'alimentation. Voilà. On parlait des écoles, etc. Mais à l'hôpital, qui est un secteur que je connais bien, par exemple, vous avez 2,50 € pour faire un repas en 5 composantes. Voilà. Bon. Donc effectivement, on a la nécessité de s'appuyer sur des filières existantes. Aujourd'hui, il y a des professionnels qui nous entourent, et c'est cette collaboration qui va permettre à la restauration collective demain d'être un vrai levier sur la souveraineté alimentaire. Vous avez parlé donc de collaboration, justement, on a un grossiste à côté de nous qui fait partie de cette chaîne, Olivier Fénofel. Peut-être dans un premier temps, rappelez-nous un peu quel est le rôle justement du grossiste dans ces enjeux de souveraineté alimentaire. Alors, le rôle des grossistes, il est à la fois simple et extrêmement complexe. On est le trait d'union entre la production et la consommation. Notre métier à nous, alors moi je représente l'UNCGFL, qui est la Fédération des grossistes fruits et légumes. On a une particularité, c'est qu'on a un maillage territorial qui est colossal, 240 entreprises réparties sur l'ensemble du territoire. Et Madame Lambert le précisait justement, je pense qu'on ne réussira que si on réussit ensemble. Et l'UNCGFL, c'est 80 ans d'histoire. Ce sont des milliers de personnes qui travaillent sur les territoires, des milliers de camions qui croisent les routes de France en permanence et qui répondent, et ça c'est important, qui répondent à une commande. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une logique de grande distribution où on construit une offre. Véritablement, les acteurs de Restoco nous demandent des produits, et notre métier c'est d'aller sourcer, d'aller chercher, d'approvisionner, de sécuriser, mais surtout aussi de garantir la juste rémunération du producteur. Parce que si on n'a pas cette juste rémunération du producteur, eh bien il va se passer un truc tout simple. On va aller chercher très loin, parfois moins cher, mais surtout moins bon. Et on parle de souveraineté alimentaire. C'est maintenant ou jamais qu'il faut qu'on se réveille. Donc, grand réveil peut-être, mais en tout cas, depuis 80 ans, c'est le métier qu'on fait. Mais on le fait de manière tellement discrète que dès qu'on entend le mot grossiste, il y a comme une espèce de frisson qui parcourt le dos de nos clients ou des producteurs en disant « Ouh là là, surtout pas !» Sauf que si on n'est pas là, il ne se passe pas grand-chose, parce que ce ne sont pas les agriculteurs et les producteurs qui vont charger leurs camions et aller livrer les clients. Ce n'est pas les acteurs, que ce soit les chefs de cuisine, que ce soit les intendants, qui vont multiplier le nombre de commandes et de réceptions chaque jour. Donc il y a besoin de massifier. C'est un peu ça notre métier au quotidien. Et on est à la fois très fiers et on a aussi très envie de continuer à discuter ensemble, de construire des choses, des passerelles. C'est le moment ou jamais. Christiane, vous voulez réagir juste un instant? On va ouvrir le micro, prendre celui qui fonctionne bien. Non, mais ce que dit Olivier est très important. Beaucoup ne mesurent pas la logistique nécessaire pour amener chaque matin des produits frais, qualitatifs, disponibles pour cuisiner et servir tous ces repas. Alors,
je vais dire, les grands médias jouent un rôle aussi, parce que quand vous écoutez la télé ou que vous voyez des reportages, c'est toujours le petit producteur du coin qui livre sur le marché. Cette chaîne logistique complexe, hein, de collecter, assembler, faire des lots pour livrer à chaque site, c'est phénoménal, mais c'est un miracle permanent parce qu'il faut que chacun soit à son poste le matin, que les camions roulent, que les trains fonctionnent, que les réceptionnistes soient là. Et Restocco, qui est très fréquenté, et vous avez aussi, je le vois dans beaucoup de lieux, des affichettes qui expliquent ces choses-là de façon très simple. Il faut que celui qui est à table, sur son set de table ou sur une affichette, mesure d'où c'est parti, qui l'a produit, comment c'est arrivé jusque-là et comment ça a été transformé. En plus, à un moment où l'équilibre alimentaire est souvent questionné pour des raisons de santé, alimentation, c'est un duo que l'on apprécie. Chez nous, la devise, c'est « il faut manger de tout pour ne manquer de rien ». Voilà, donc la viande est parfois stigmatisée, la charcuterie aussi, mais les éléments nutritionnels de ces produits sont capitaux, notamment pour les enfants, les adolescents qui sont en phase de croissance, qui dépensent aussi beaucoup d'énergie à l'école pour se former au sport, etc. Ce travail d'information, c'est aussi un rôle social tel que vous l'avez développé, madame, et je pense qu'il est sous-estimé. Donc des salons comme celui-ci, des colloques comme celui-ci, et peut-être des reprises médias ou porter en visibilité ce travail qui est fait quand même dans l'ombre, mais ça marche. On en parle quand ça ne marche pas d'ailleurs, hein, mais quand ça marche, il faudrait le dire aussi. Et puis Olivier a souligné aussi ce travail de sourcing que vous faites au quotidien pour répondre justement aux besoins de la restauration collective. Ça, c'est important également. Alors oui, c'est d'autant plus important qu'en fait, on a plusieurs enjeux. Les entrepreneurs que je représente sont des toutes petites PME parfois, hein, pas forcément des grands groupes. Hein. Il ne faut pas oublier que dans les 240, vous avez effectivement des groupes structurés dont on a besoin, hein, et des groupes plus petits. L'idée quand même de l'approvisionnement, c'est de s'approvisionner en local. Moins on va faire de kilomètres quelque part, plus aussi on va équilibrer à la fois nos coûts de fonctionnement, mais aussi la qualité des produits, faire vivre les territoires et l'écosystème du territoire. Donc on fonctionne un peu de façon concentrique, c'est-à-dire qu'on essaye de trouver les produits le plus proches de nos dépôts, et puis on élargit le cercle en fonction des besoins et en fonction des commandes clients. Et il y a un point qui est essentiel dans notre métier, c'est que le grossiste, il absorbe quasiment 40% de la production française. Et pourquoi il absorbe la production française? Parce qu'en fait, il raisonne solidité, robustesse de la production. Je m'explique. Quand vous achetez, par exemple, vous avez besoin de melons. Notre métier de grossiste s'adresse à la fois à du scolaire, à du pénitencier, à de l'administratif, à de la restauration collective, à de la restauration traditionnelle, ce qui permet d'écouler quasiment tous les calibres, du plus petit au plus gros. Les plus gros partent dans des unités centrales de production, les plus petits partent pour des écoles ou des maternelles, et on a un rôle citoyen qu'on entend défendre, et on entend se mettre aux côtés aussi à la fois de la production française et à la fois de la consommation, parce que c'est vital pour nos territoires. Notre écosystème a besoin de notre maillon de la distribution, et on le fait parfois depuis 4 ou 5 générations. Ce rôle d'amortisseur et de régulation, évidemment, joué par les grossistes. Alors, on a pris pas mal de hauteur ce matin, finalement. J'aimerais aussi qu'on vienne sur des aspects un peu plus concrets. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques initiatives, justement, aujourd'hui jouées par les grossistes dans ces approvisionnements locaux? Alors, là aussi... on va dire ce qu'on fait parce qu'on fait des choses sans le dire depuis des années. Dans nos adhérents, aujourd'hui, on a des adhérents qui vont aller jusqu'à l'achat de la graine pour le producteur pour éviter l'avance de trésorerie. Ça, c'est des choses qu'on fait avec plaisir et on contractualise. Premier point, c'est important, la trésorerie, c'est le nerf de la guerre d'une entreprise. Ce n'est pas toujours son résultat bas de page, mais la trésorerie, c'est fondamental, surtout quand on a des temps longs, puisque la production a besoin d'un temps long, et il faut qu'on soit en soutien. Ensuite, en termes de relation avec la production, on est aujourd'hui capable de travailler l'anti-gaspi, mais pas l'anti-gaspi comme on peut le raisonner dans la grande distrie, où on va mettre une armoire à moins 20 ou moins 30 quand un produit arrive en fin de vie. Non, c'est vraiment comment on va valoriser la totalité de la production. Et j'ai des exemples en tête, des producteurs de carottes qui laissaient se perdre des carottes hors calibre dans les champs.
on a réussi chez certains à aller collecter 100% de la production, de l'emmener pour les hors calibres dans un centre d'aide par le travail où on fabriquait de la carotte râpée au bon prix, valoriser la totalité du reste de la production et puis repasser, puisque nos camions passaient devant ce centre d'aide par le travail, repasser pour prendre la carotte râpée et la relivrer dans d'autres circuits de distribution. Et ça, c'est des choses qu'on fait. Et puis, il y a des choses qu'on fait aussi assez naturellement, c'est la ramasse. C'est-à-dire que quand c'est produit, eh bien, il faut renvoyer vers les grossistes. Et renvoyer vers les grossistes, quand nos camions ont fini les tournées, souvent, ils vont aller chercher directement chez le producteur une toute ou partie de la production pour éviter ce coût de logistique et ce coût de stockage qu'on est capable aujourd'hui d'absorber. Alors, Christiane Lambert, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un point aussi important lorsqu'on parle de souveraineté alimentaire, c'est la valeur de l'alimentation. C'est un point qui vous tient à cœur. Effectivement, c'est un levier de souveraineté alimentaire. Bien sûr, c'est capital et c'est très important de voir que même les produits moches, comme certains les avaient définis, ou les produits hors calibre, peuvent avoir une destination. Je crois qu'il y a eu la période de l'opulence où on jetait sans compter. Aujourd'hui, les budgets sont plus serrés. Les conséquences environnementales de nos actes sont aussi appréhendées. Et c'est aussi. Et alors, pour un producteur, il n'y a rien de pire que de jeter quand il a produit. Il y a des produits qui sont plus standardisables. Quand on produit du lait, des œufs, des cochons, c'est standardisé, c'est en bâtiment. Sur les fruits et légumes, c'est très aléatoire. La valeur, c'est la clé, et la valeur, c'est aussi le partage équitable de la valeur. Et j'avoue que c'est un débat très complexe. Il y a eu un rapport parlementaire récemment qui a écrit beaucoup de choses sur ce partage de la valeur. C'est certainement plus facile et moins conflictuel avec la restauration collective qu'avec la grande distribution, parce qu'il y a des concurrences très fortes entre eux pour gagner des parts de marché. Et on arrive à discuter autour d'une table du prix repas, du prix appro, du prix service, bref, à décortiquer le coût final pour regarder qu'est-ce qui va vers qui. Et il y a des sujets qui sont un peu touchy quand même dans ce domaine. Par exemple, le repas à 1 euro pour les étudiants, j'avoue que c'est quelque chose qui a choqué dans notre secteur. Bon, pas seulement parce que c'est accessible à tous, quel que soit le niveau de vie ou les conditions familiales de l'étudiant, mais parce que dire un repas à 1 euro, c'est quand même un peu dévalorisé. Un repas à 1 euro, c'est pas beaucoup quand même. En plus, on peut l'avoir le matin et le soir dans certaines conditions. Est-ce que c'est responsabilisant? Alors, j'entends que les jeunes, pour certains d'entre eux, ne sont pas accompagnés par leur famille. C'est vrai, il y en a. Ma fille, lorsqu'elle était étudiante, m'en faisait témoignage. Toutefois, dire qu'on peut manger pour 1 euro, au final, ce repas, il a quand même un coût. On l'a évoqué lors de la préparation, qui paye ce différentiel. Alors, c'est pas cher, c'est l'État qui paye, vous connaissez la formule, sauf que, est-ce que l'État est au rendez-vous pour payer oui, non, à l'heure, oui, non? Ça, c'est un sujet. Alors, 3 fois oui pour nous, producteurs, et nous, industriels, la valeur du produit, c'est capital. La tentation de faire venir des produits d'ailleurs, elle est forte. Hier, quand je marchais dans Paris, je voyais des cerises espagnoles à 2,99 € arriver en rayon dans le 11e arrondissement. J'étais chez un producteur de cerises, un ami arboriculteur dans la Drôme samedi. Son prix de revient, c'est 5 €. Son prix de revient départ, il a 17 hectares, il fait 200 tonnes, donc c'est une vraie organisation. Et bien, quand les cerises arrivent à Paris à 2,99 € espagnols, comment peut-on placer des cerises françaises qu'il doit vendre lui minimum 5, mais 6 s'il veut gagner sa vie, payer ses salariés, ses saisonniers, ses investissements. Le grossiste qui fait le boulot pour les amener. Ça aussi, la vraie valeur des produits, c'est un travail énorme d'explication. Et moi, je vois souvent dans des restaurations collectives des affichettes qui annoncent d'où ça vient et combien ça a coûté, quel est le prix qui revient au producteur, au transporteur, au grossiste et au final le centime qui reste à celui qui met sur la table. Donc cette question de la pédagogie, elle est importante. La viande est un sujet très débattu. La consommation de viande augmente en restauration commerciale et stable en restauration collective. Certainement à cause de son coût, en raison aussi d'un certain nombre d'interdits alimentaires qui parfois sont trop globalisés. Et puis, il y a un acharnement peut-être sur certains produits. Moi, je pense quand même que la bonne alimentation, c'est celle où on mange de tout. On est des omnivores assumés. Omnivore, ça veut dire qu'on mange de tout. On peut effectivement varier selon l'âge et tout. Mais pour les jeunes, les enfants, les malades ou les populations qui font du sport ou les militaires, etc., la question de l'équilibre alimentaire, ça peut pas être une équation globale et la même pour tout le monde.
Christophe, Marie, peut-être une réaction? Et après, on va donner la parole à Virginie avec peut-être des chiffres justement pour illustrer ses propos. Alors, il est clair que cette souveraineté alimentaire, elle ne peut pas se construire que sur une ambition, hein. C'est obligatoirement un modèle économique qui doit être viable et stable. D'accord ? Aujourd'hui, quand on est acheteur public, donc ce qu'on représente chez Restocco, d'accord, c'est très complexe. Il faut trouver le bon équilibre entre l'achat français, le respect du budget, décarboniser, enfin, respecter et réduire son empreinte carbone, d'accord, continuer à satisfaire son consommateur. Donc, avec tout ça, il faut qu'on arrive à développer la souveraineté alimentaire, développer le territoire. C'est devenu très complexe. Donc, moi, il me semble que la solution, c'est du producteur au consommateur de trouver le bon équilibre pour que chacun puisse avoir la juste rémunération. Celui qui produit, celui qui transforme, celui qui distribue, et puis celui qui consomme se retrouve aussi à la juste rémunération pour participer à cette souveraineté alimentaire. Elle ne peut pas reposer que sur un seul acteur de la filière. Voilà. Alors justement, on va rester sur la valeur de l'alimentation en restauration collective avec Virginie de Service Vision. Donc quelques chiffres pour illustrer justement ces propos. On va peut-être revenir sur la présentation et sur les chiffres. Oui, alors, il est vrai que les restaurations collectives traversent une période où les tensions sont de plus en plus fortes sur l'activité, notamment ce qu'on pourrait appeler les marges. Nous, on a repris la période 2021-2025, c'est-à-dire qu'on se situe tout de suite après Covid jusqu'à aujourd'hui. Et si on prend deux notions qui finalement se décorrèlent. La première, c'est la notion d'augmentation du prix du repas, tel qu'il est mesuré par l'INSEE sur la période, il est de 12%. Si on regarde ensuite dans les catalogues des différents grossistes qui mettent en avant les produits en collectivité, eh bien, les tarifs généraux ont augmenté sur la même période de 27%. Donc on voit cet écart entre d'une part la partie achat, la partie denrées, qui nécessairement a augmenté avec également toute la partie logistique qui est afférente, et puis finalement ce qui est possible de répercuter dans le prix des repas. Donc on voit que ces tensions, elles sont réelles, ça engendre de grandes transformations, vous en avez parlé, nécessaires, que ce soit sur le gaspillage, que ce soit sur une meilleure valorisation des différents maillons de la filière. Et en tout cas, ce que nous, on voulait vraiment mettre en avant, c'est que finalement, la filière, aujourd'hui, elle a trois grands défis. La première, c'est déjà de pouvoir mesurer au plus près ce qui se passe, décomposer la valeur, vous en avez parlé, Madame Lambert, pour assurer tous les rôles sociaux des restaurations collectives, pour mieux décider au niveau des pouvoirs publics notamment, et mettre en avant les bonnes décisions. Et puis, bien entendu, piloter au plus fin, alors qu'on le sait, les fluctuations sont de plus en plus fortes aujourd'hui sur l'activité. Merci Virginie pour cet éclairage. Alors, les enjeux de souveraineté alimentaire dans les départements et régions d'outre-mer sont particulièrement importants. Ces territoires dépendent fortement des produits de la métropole qui coûtent cher. Alors, comment justement dans ces départements et territoires revoir l'appro, favoriser les produits locaux? On va entendre Cédric Manubin. Cédric Manubin, il est directeur de la Caisse des écoles de la ville de Saint-François en Guadeloupe. La Caisse des écoles de la ville de Saint-François produit 1600 repas par jour. Une caisse des écoles engagée dans la démarche Mon Resto Responsable, le programme porté par Restocco qui vise à aider les établissements de la restauration collective à progresser sur 4 grands axes, dont l'approvisionnement responsable. Alors Cédric Manubin, malheureusement, ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, il est en Guadeloupe. Mais nous avons enregistré une conversation justement où il nous explique un petit peu comment il fonctionne pour l'appro locale. Je vous propose justement de découvrir cet enregistrement réalisé il y a quelques jours. Cédric. Alors bonjour Christophe, bonjour à tous, bonjour à tous les participants du Salon Restocco. Et
J'espère que vous allez bien, que vous allez vivre un bon salon. Merci en tout cas d'être avec nous, Cédric, aujourd'hui. Alors, on aimerait savoir qu'avez-vous mis, vous, en place pour renforcer l'appro locale dans votre établissement? Mais ce que nous avons mis en place, c'est déjà un partenariat étroit avec les producteurs du territoire, parce que nous, il nous semblait important de pouvoir travailler avec les producteurs qui sont directement issus du territoire de Saint-François, puisque je rappelle que 30% de ce qui se produit en Guadeloupe est produit à Saint-François. Donc, il était important pour nous de prendre notre part en tant qu'établissement public et de restauration collective à cela. J'en veux pour preuve le partenariat que nous avons tissé avec monsieur Gérard Kishnasamy, quelqu'un de bien connu en Guadeloupe pour sa production locale. Il produit des tomates, il produit du piment végétarien, il produit des concombres, des courgettes, des fruits de la passion aussi. Donc en fait, il fait pas mal de choses, du melon, de la pastèque. Et du coup, c'était très important pour nous de travailler avec lui. Nous avons aussi contracté avec monsieur Boris Dabaz, qui est un éleveur, le premier et le seul éleveur de poulets labellisé bio en Guadeloupe, donc qui est un peu plus loin, mais avec lequel nous avons travaillé, et nous estimons qu'il est important pour nous de pouvoir avoir ce type de partenariat pour déjà avoir et donner tout le sens à notre engagement de Mon Resto Responsable, d'une assiette de qualité et d'une alimentation aussi de qualité et de proximité. Et pour la réussite de tout cela, c'est aussi de donner confiance à nos partenaires. Parce que le gros problème qu'ils ont, c'est le délai de paiement. Donc, ils savent qu'ils envoient leurs marchandises dans une collectivité et que nous avons des délais de paiement aujourd'hui qui avoisinent entre 90, 120, voire 150 jours. Donc, il a fallu travailler là-dessus, et pour pouvoir gagner et donner des gages, nous avons fait un travail tripartite avec la DGFiP, la Direction des Finances Publiques, pour que, une fois que nous sommes livrés, l'agriculteur dépose directement sa facture. Nous avons le délai légal qui court, et au bout de 15 jours, on s'est mis une petite alerte. S'il n'est pas payé, eh bien, on fait ce qu'on appelle un mandat prioritaire pour que sa facture soit acquittée. En fait, l'idée pour nous, c'est de travailler et d'avoir ce partenariat gagnant-gagnant et inspirer confiance et donner confiance à tous nos partenaires pour leur montrer notre sérieux et garantir et ne pas fragiliser leur trésorerie, parce que si nous fragilisons leur trésorerie, mais le château de cartes, il s'effondre. Voilà. Cédric, aujourd'hui, ces partenariats avec ces producteurs vous ont permis de peut-être remettre au goût du jour les produits de votre territoire dans votre restaurant? Ah oui, tout à fait, puisqu'on a montré que, par exemple, je prends la maracuja, ce qu'on appelle le fruit de la passion, voilà, mais on peut la manger différemment. Donc aujourd'hui, les cuisiniers, le personnel de la caisse des écoles, qui est très engagé dans cette démarche aussi, parce que rien ne se fait sans eux. Aujourd'hui, on a, quand on fait une salade, on a de la vinaigrette au fruit de la passion, la maracuja. Excusez-moi, c'est comme on appelle ça comme ça, vinaigrette à la maracuja. On a des gâteaux, on inclut aussi la maracuja dans l'alimentation, donc avec des sauces, avec tout ça. Donc l'idée, c'est que le même produit, il est consommé différemment et il est introduit dans l'alimentation de l'enfant et au niveau du montage de repas de manière différente. On a la courgette qui est aussi produite en grande quantité, mais par monsieur Gérard Kishnasamy. On sait qu'on peut manger la courgette en salade, en chaud, en poêlé. On peut la cuisiner de toutes les façons. La patate douce, par exemple, on fait une salade de patates douces froide pour l'entrée. On la met aussi, on fait des parmentiers de patates douces. Et aussi, j'ai le personnel qui, derrière, vous fait un gâteau de patates douces. Voilà. Donc, en fait, tout cela, ça participe à faire redécouvrir aux enfants, les enfants du territoire, les produits qu'ils cultivent, qu'ils connaissent, mais qui peuvent être inclus dans l'alimentation, dans leur alimentation au quotidien, mais sous différentes formes. Hier, nous avons mené une opération, ce qu'on appelle le Didico. Le Didico, c'est un petit déjeuner local qui est composé de concombres, de bananes plantains, d'igname ou de madère et de chiptaille de morue, ce qu'on appelle le cabillaud. Voilà. Donc, en fait, c'est un petit déjeuner. Au-delà de l'aspect culturel, puisque c'est le petit déjeuner, en gros, des travailleurs de Guadeloupe. Il n'y avait pas de cornflakes, il n'y avait pas de céréales et tout cela. Donc, au-delà de l'aspect culturel, avec les écoles du territoire, nous avons
mis en place un véritable projet de territoire, un véritable projet autour de l'alimentaire. Et ça a été un franc succès. Ça a été servi dans toutes les écoles de Saint-François. Et les enfants même ont demandé quand est-ce qu'on peut refaire cette expérience, parce qu'en fait, ils ont adhéré totalement. Merci infiniment, Cédric, en tout cas d'avoir pris du temps pour témoigner aujourd'hui sur ce salon Restoco. Merci à toi, merci à tout le monde. Et puis, je souhaite encore une fois un bon salon à tout le monde. Et j'espère être des vôtres pour le prochain anniversaire. Voilà. Voilà, on était en Guadeloupe donc avec Cédric Manubin, donc de la Caisse des écoles de la ville de Saint-François. Il nous reste quelques minutes pour conclure ce rendez-vous. Je vais vous donner la parole dans un instant. On va prendre peut-être une ou deux questions, vraiment grand max, ou deux réflexions si vous le souhaitez. Mais avant, juste peut-être en quelques mots, Olivier, Christiane, Christophe, je vais vous demander en quelques mots de nous dire pourquoi finalement ces enjeux de souveraineté alimentaire se jouent aujourd'hui, se jouent maintenant. Ces enjeux sont importants maintenant parce qu'on a touché le fond avec une balance commerciale qui se dégrade alors qu'on est le pays où on a les sols, les savoir-faire, le climat, les hommes et les femmes à tous les étages pour faire l'alimentation des Français, pour aussi contribuer à l'équilibre alimentaire mondial, ce que nous avons fait beaucoup par le passé. Par le passé, la balance commerciale agricole était positive, ce qui était bien pour l'économie de notre pays, qui est très mal en point. Important aussi que l'alimentation soit plus considérée. On a aujourd'hui beaucoup de polémiques sur l'alimentation, ce qui est extrêmement regrettable, beaucoup de fake news. Et moi, je trouve que le slogan que vous avez dans vos plaquettes qui dit « Contribuer à une alimentation saine, durable et engagée aux côtés du monde agricole » est une très bonne raison d'être ou formule. Enfin, c'est une mission remarquable. Et pour les agriculteurs, il n'y a rien de pire de voir qu'on nous interdit de produire chez nous des choses qui viennent d'ailleurs. C'est extrêmement humiliant. Et voilà, donc se parler plus pour se comprendre aussi et que l'approvisionnement français augmente. Bien sûr, il faudrait importer un certain nombre de produits qu'on ne sait pas faire chez nous. Tous les intermédiaires ont un rôle important, le travail des grossistes, le travail des expéditeurs, le travail de tous les acteurs, des cuisiniers, des chefs, de la promotion, l'éducation à l'alimentation, qui est quelque chose de capital. Les producteurs, par nature, sont fiers de leurs produits. Les industriels sont très fiers de leurs produits. La transformation, c'est compliqué. Sanitairement, il faut être irréprochable. Un pépin, et c'est la réputation qui est en jeu. Donc voilà, la fragilité de l'alimentation mérite toute l'attention de tous les acteurs à tous les niveaux. Un travail collectif, on l'entend en tout cas. Olivier, la parole est d'équipe. Voilà, la parole du grossiste. En quelques mots. J'ai pas grand-chose à ajouter. On a dit beaucoup de choses. Je pense qu'aujourd'hui, on a un devoir citoyen qui est un devoir de réveil. Et ce devoir de réveil et ce devoir de citoyen, tout le monde doit y contribuer. Un petit peu, beaucoup, passionnément. Les chefs de cuisine font un travail extraordinaire. La production française fait un travail extraordinaire. Et nous, le travail de fourmi qu'on réalise tous les jours, c'est un plaisir, c'est une expertise. Eh bien, partageons tout ça, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Christophe, je vais vous donner la parole dans un instant pour conclure justement ce rendez-vous. Mais avant, est-ce que vous avez des questions ou des remarques sur ce que vous avez entendu? N'hésitez pas, je cours vers vous avec le micro. Sinon, pas de souci, c'est que c'était très clair. Il y a une question. Voilà, je viens vers vous. On va prendre cette question. Attends le micro. Si on m'entend. Oui, bonjour. Bonjour, Lola Godet, diététicienne. J'avais une question par rapport à l'équation qui a l'air très compliquée entre compétitivité par rapport aux autres pays, peut-être européens ou extra-européens, et le besoin d'avoir une juste rémunération du producteur. Il me semble que plus on va aller vers un modèle compétitif, plus ça nécessite de l'intensification. Est-ce que ça ne rentre pas en contradiction avec les attentes du consommateur en matière d'environnement, de juste rémunération, parfois de bien-être animal et d'impact environnemental? Merci. Christiane, peut-être? Souvent, il est opposé la mise en compétitivité et la bonne qualité de l'agriculture. Aujourd'hui, les demandes, il y a les attentes de la société, puis il y a les demandes, puis il y a le marché. On a vu la bulle bio, combien ça a été compliqué. La bio a été portée politiquement, beaucoup de conversions d'agriculteurs, puis l'effondrement de la consommation,
et beaucoup d'agriculteurs qui ont dû renoncer et déconvertir leur exploitation, ce qui a été un drame parce qu'ils y croyaient. Aujourd'hui, la modernisation et l'investissement, la mise en compétitivité, ça ne veut pas dire que ça va être moins bien fait. Les agriculteurs et les industriels, ils doivent décarboner. Ils doivent être plus sobres en énergie, en eau, ça suppose d'investir. Et quand on fait des bâtiments ou des industries de plus grande taille, ça ne veut pas dire qu'elles sont moins qualitatives. Et lorsqu'on parle de taille d'exploitation, en France en ce moment, par exemple, sur les poulaillers, pour dégager 2,8 SMIC, c'est-à-dire 2,5 agriculteurs, il faut un poulailler de 40 000 poules. En Pologne, c'est 160 000. En Afrique du Sud, c'est 800 000. En Chine, c'est plus encore. Donc, on est, nous, sur un modèle raisonnable. On accepte d'avoir ce type de bâtiment et pas des trucs gigantesques. Mais ça ne veut pas dire que ça va être moins qualitatif. Quand je vais dormir dans un hôtel où il y a 1000 chambres, ça arrive, je suis aussi bien logé que dans un hôtel où il y a 136 chambres, comme celui que je dors à Paris. Peut-être mieux d'ailleurs, parce que le mien, il est un peu vieillissant. Donc la taille ne fait pas la diminution de la qualité. Et c'est très dommage qu'en ce moment, au moment de la loi d'urgence, justement, il y ait cette opposition. L'agriculture, elle est intensive en hommes aussi. On a, nous, des exploitations de taille modérée, donc beaucoup d'agriculteurs qui travaillent. C'est très souvent familial, à 90% familial, mais il y a un besoin de l'expliquer posément, pas comme les députés qui s'écharpent à l'Assemblée en ce moment. C'est assez désolant de voir comment les oppositions sont entretenues. Merci Christiane pour votre réponse. Merci également madame. Je suis désolé, on va être obligé de conclure parce qu'on est très en retard en fait sur cette conférence et on a un programme qui suit. Si vous me permettez de faire une question super rapide et que vous voilà, de votre côté également une question très rapide. Allez, je vous tiens le micro. Je suis agricultrice bio. La première agricultrice de fruits exotiques en Île-de-France. Je m'adresse à ces deux messieurs. Quand on est petit et qu'on n'arrive pas à percer dans la Restauco, comment on fait en fait? L'année dernière, c'était notre année de lancement. On a jeté des fruits hyper qualitatifs alors qu'on a travaillé avec 2 chefs Michelin mais qui ne pouvaient pas prendre toute notre production évidemment. Quels sont les conseils que vous pouvez me donner? Comment je fais là pour percer? Olivier. Alors, on va faire quelque chose de simple. Une fois la réunion terminée, on va se parler parce qu'il n'y a pas de raison en fait. Aujourd'hui, on livre des étoilés et on livre du scolaire. Enfin, je veux dire, à un moment donné, on a besoin de cette production française, on a besoin de vous soutenir. Mais quand on ne se connaît pas et qu'on n'a jamais eu l'occasion d'échanger, eh ben, effectivement, il ne se passe rien. Bah, peut-être que c'est le début. Eh ben voilà, la collection va être faite et vous êtes au bon endroit, madame, évidemment, puisque les collections se font ici au salon Restauco. Christophe, pour conclure cette conférence, ce rendez-vous, en quelques mots. En quelques mots, on voit bien que la souveraineté alimentaire, c'est pas un concept abstrait, d'accord. Elle se construit chaque jour dans les exploitations agricoles, avec les entreprises agroalimentaires, avec les restaurants de cuisine collective. On a la chance d'avoir une force considérable, c'est les millions de repas qu'on produit tous les jours. Et puis, cette structuration de filières qui existe aujourd'hui. Alors, en travaillant ensemble, on peut renforcer ces filières françaises et proposer de plus en plus de produits de qualité. La restauration collective, c'est au quotidien du lien entre les consommateurs, parce que le repas doit rester un instant de plaisir. C'est du lien entre le consommateur et les producteurs de son territoire. Et c'est aussi du soin, parce que alimenter, c'est une responsabilité collective de santé publique. Et du coup, c'est du soin à la fois pour nos consommateurs et c'est du soin pour la souveraineté alimentaire et pour nos territoires. Voilà. Merci infiniment à tous les 4 d'être intervenus ce matin. On peut vous applaudir. Merci beaucoup.